Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le dernier grand chapitre, le dernier grand monument de cette histoire littéraire du XVIe siècle, même si ça ne signifie pas pour autant que l'on est terminé après avoir parlé de lui. Au contraire, nous aurons l'occasion, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, de parler encore un peu de Pléiade notamment, de Foyer lyonnais, de quelques auteurs particuliers, de leurs œuvres également, et, si le temps nous le permet, de Montaigne et de ses essais qui ont marqué la morale au XVIe siècle. Cela dit, avant d'aborder tous ces éléments, nous allons nous intéresser pendant quelques semaines à François Rabelais, à Pantagruel également, mais surtout à Gargantua, qui constitue, comme je l'ai dit, un tournant, quelque chose d'assez central au XVIe siècle, puisque c'est un auteur qui a marqué la langue française par sa recherche, par son style, par sa volonté également, quelqu'un qui est relativement particulier, vous allez le voir, relativement atypique, un personnage à part entière. Et pour ce faire, nous allons nous intéresser justement à la vie de François Rabelais, pour essayer de mieux cerner le personnage, mieux comprendre son parcours et par extension ses œuvres. Pour ce faire, nous allons aborder quelques éléments biographiques, et comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un personnage atypique, puisque l'auteur de Pantagruel et Gargantua, qui sont des textes à la fois comiques mais également sérieux, souvent à la limite de ce que l'on pourrait considérer comme acceptable à cette époque, d'ailleurs très souvent censuré, est un personnage donc à multiples facettes. C'est à la fois un moine, plus ou moins en rupture avec l'autorité religieuse, un médecin reconnu, mais également un écrivain et un traducteur considéré comme l'un des plus importants de son époque. Et tout ça n'est pas tout à fait un hasard puisque l'éducation, la formation de François Rabelais sera particulièrement riche. Pour situer le personnage dans son contexte, il est moine. Né en 1494 à Chinon en Touraine, pour ceux qui auraient de la peine à situer la Touraine, elle se situe à proximité de Paris, donc plutôt dans la partie nord de la France. Et justement, il naît dans une famille d'avocats, il va être poussé dès 1510 à devenir novice chez les franciscains, chez qui il va devenir moine à partir de 1520, et c'est pas un hasard si il a choisi cette voie, c'est principalement pour le goût des études qu'il a mené cette voie-là, qu'il s'est inséré dans cette voie-là, puisque dès cette époque, il va fréquenter des cercles d'érudits, des juristes notamment. Il va également entretenir une relation, une correspondance avec Budet, dont on a déjà parlé, Budet qui est l'un des grands fondateurs du Collège de France et aussi l'un des grands artisans de la valorisation de l'œuvre littéraire. Si aujourd'hui une œuvre a autant de valeur, c'est notamment grâce au travail qui a été effectué par Budet à l'époque. Et parallèlement, il va également se passionner pour le grec. D'ailleurs, il va écrire très rapidement une traduction de l'historien grec Hérodote, ce qui, dans un premier temps, est relativement accepté, mais progressivement, ses supérieurs franciscains vont lui supprimer ses livres grecs parce qu'ils obéissent à la Sorbonne, bien évidemment, qui est à l'époque l'autorité religieuse et universitaire, mais aussi parce que ça peut paraître assez inquiétant puisque Rabelais commence à s'intéresser notamment au texte d'Érasme, qui a fait le commentaire des textes grecs de l'Évangile, et qui du coup les rend accessibles au plus grand nombre. Or, les théologiens de la Sorbonne ont un petit peu peur justement de voir apparaître ces textes qui sont accessibles à tout le monde, puisqu'ils pourraient susciter des interrogations nouvelles et aller en contradiction avec l'idée dominante défendue par l'Église. Mais du coup, vous en doutez, Rabelais, qui est un homme intéressant, cultivé, intéressé aussi, va se révolter contre cette interdiction et va quitter les franciscains pour rejoindre les bénédictins, où il va pouvoir continuer ses études. Il va ainsi rejoindre un nouveau couvent, cette fois dans la région du Poitou, et il va se lier d'amitié avec l'évêque, dont nous reparlerons d'ici quelques instants, qui va l'emmener dans ses déplacements. Et ainsi, dans ses déplacements, l'étudiant qu'il est encore va pouvoir découvrir à la fois les hommes, mais aussi fréquenter la faculté de droit de Poitiers, avant d'abandonner cette voie pour une nouvelle voie, celle de la médecine. Il va alors étudier la médecine à Paris puis à Montpellier, où il va être reçu bachelier, qui était alors le grade qu'on obtenait à la fin de l'université en 1530. Là, il va donner un cours sur Hippocrate, dont vous avez ici le buste reconstitué. Hippocrate, éminent médecin de la Grèce antique, dont il va expliquer les textes, expliquer les traités grâce aux connaissances qu'il a
du grec notamment, de la langue grecque, sans recourir, et c'est là toute la particularité de Rabelais, aux commentaires qui avaient été faits en latin précédemment. Ce qui lui confère une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport à tous les ajouts qui ont pu être faits par l'Église, par les moines, par les clercs au fil du temps durant le Moyen-Âge. Il observe cette œuvre d'un œil nouveau, d'un œil non biaisé par les commentaires faits précédemment, ce qui apporte un petit peu de fraîcheur à son œuvre. Entre-temps, il va progressivement abandonner l'habit bénédictin, puisque, et c'est un petit peu particulier, il est devenu le père de 2 enfants. C'est une situation, encore une fois, qu'il va devoir expliquer, puisque forcément, vous en doutez, dans le contexte religieux dans lequel il s'inscrit, avoir des enfants, c'est assez problématique. Et à partir de là, il va s'engager dans une triple carrière. Un parcours assez particulier, assez atypique, puisqu'il est à la fois médecin, traducteur et écrivain. Il est notamment médecin à Lyon. Passionné, comme tous les grands humanistes de son temps, par les textes anciens, il va également faire quelques traductions, notamment d'Hippocrate, dont on a parlé avant, mais également d'un autre ouvrage médical latin. Et en 1532, donc la même année, il va faire paraître un ouvrage, le Pantagruel, sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier. Pour ceux qui le connaissent, Alcofribas Nazier est tout simplement l'anagramme de François Rabelais. Un récit donc des hauts faits assez peu sérieux, réalisé par Pantagruel, qui est un géant aux appétits assez extravagants. Le succès sera immédiat, mais la Sorbonne, qui est l'autorité, encore une fois, religieuse et universitaire de l'époque, va le condamner pour obscénité. Et vous le constaterez lorsqu'on lira quelques extraits de Pantagruel, mais aussi de Gargantua, on a effectivement pas mal de passages assez contestables pour ce qu'il traite, notamment pour l'intérêt qui est porté sur le corps humain et les descriptions qui en est faites. Durant ces mêmes années, il va devenir le médecin particulier de l'évêque de Paris, Jean du Bellay, qui est le cousin du grand poète Joachim du Bellay, dont nous reparlerons également. Et il va accompagner cet évêque à Rome, ce qui va lui permettre d'accomplir le rêve de tout humaniste, à savoir parcourir la Rome antique. Il va notamment éditer une topographie en 1534 de cette ville. Puis, entre 2 voyages en Italie, il va publier à Lyon Gargantua, en 1534, qui est l'histoire du père de Pantagruel, qui va connaître bien évidemment le même succès que son œuvre précédente, mais aussi la même condamnation. Il est donc un auteur dont les livres sont censurés par les théologiens, mais en même temps médecin personnel d'un évêque. C'est un moine que le pape accepte de réintégrer dans l'ordre bénédictin, mais qui est également père de 2 enfants. Et qui sont reconnus d'ailleurs, ces 2 enfants sont acceptés par le pape. Et c'est d'autant plus surprenant qu'en plus d'être réintégré dans les ordres, il va continuer son œuvre, notamment du point de vue de la médecine, et du point de vue de la chirurgie et de la dissection, alors même que ces arts sont refusés, rejetés par l'Église, tout simplement parce qu'on considère à l'époque que la dissection est une pratique qui pourrait blesser l'âme en ouvrant le corps, mais aussi parce que cette pratique pourrait remettre en question les affirmations, les connaissances traditionnelles et livresques de l'époque. On pourrait découvrir des nouvelles choses avec la dissection, des choses qui iraient contre le savoir enseigné par la Sorbonne, par la théologie. Donc un statut, vous le voyez, assez particulier, à la fois religieux et anti-religieux. Ou du moins, si ce n'est pas totalement anti-religieux, opposé à la doctrine traditionnelle. Et dans ce contexte-là, vous le voyez sur cette carte, en petit certes, mais vous le voyez malgré tout, Rabelais va choisir le couvent de Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, qui est dirigé justement par Jean du Bellay et qui va lui assurer une protection assez importante. Il va y rester cependant assez brièvement, puisqu'en 1537, il est à nouveau à Montpellier, où il va être reçu en tant que docteur en médecine. Et là où c'est intéressant, c'est que s'il a choisi cette protection, c'est pas tout à fait anodin, puisqu'en 1543 va apparaître un 3e ouvrage, le Tiers Livre, qui, cette fois, ne sera pas condamné. Il le sera par la Sorbonne, bien évidemment, mais il obtiendra la protection, la défense du roi, qui va autoriser sa publication. Et de la même manière, Jean du Bellay va œuvrer aussi beaucoup pour que cette œuvre soit reconnue et soit publiée malgré tout, imprimée malgré tout.
Ce qui témoigne assez bien justement des tensions qui existent entre la Sorbonne et le roi, entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, Jean du Bellay faisant bien évidemment exception un petit peu dans ce contexte-là, puisque à l'époque, on avait cette tension existante entre le roi qui pouvait passer outre le pouvoir religieux et la Sorbonne qui pouvait aussi, suivant les situations, sanctionner même le roi ou la famille du roi. Rappelez-vous, on l'avait évoqué notamment avec Marot, Marguerite de Navarre, sœur du roi François Ier, qui avait été forcée de quitter Paris parce qu'elle avait publié dans son propre ouvrage un psaume traduit par Marot et parce qu'elle était assez proche justement de ces mouvements réformateurs dont Marot faisait partie. Donc la Sorbonne a beaucoup de pouvoir, le roi en a également, et il y a une contestation de l'un et de l'autre assez régulière qui témoigne justement de cette volonté de l'un et de l'autre de s'affirmer et de diriger d'une certaine manière la France. En 1547, il va à nouveau accompagner Jean du Bellay en Italie et au passage, il va remettre à son imprimeur à Lyon 11 chapitres d'un nouvel ouvrage, le Quart-Livre. Quart-Livre qui va paraître en 1548, qu'il va achever en 1550 et qui va être publié définitivement en 1552, une fois qu'il sera de retour à Saint-Maur-des-Fossés. Encore une fois, cette œuvre va être condamnée par la Sorbonne et par les théologiens, mais protégée par le roi, ce qui va lui permettre de finir sa vie assez confortablement, d'autant plus qu'à l'époque, Jean du Bellay, qui s'est attaché à le protéger, va lui assurer des revenus confortables pour le mettre à l'abri du besoin. Et Rabelais va ainsi mourir en 1553 ou 1554, on n'est pas totalement sûr de la date retenue, dans une situation plutôt appréciable pour l'époque, protégé par le roi, protégé par Jean du Bellay, malgré les attaques de la Sorbonne. Et quelques années plus tard, 10 pour être exact, va paraître un nouvel ouvrage, le 5e livre, c'est son titre, dans l'authenticité, et cette fois un petit peu plus contesté, n'est pas totalement assuré, on n'est pas tout à fait certain qu'il en soit l'auteur, d'autant plus qu'il apparaît intégralement en 1564. Vous l'aurez donc compris, Rabelais, François Rabelais, est une figure à part. À part parce que c'est un catholique, mais qui est systématiquement condamné par la Sorbonne. À part parce que c'est un humaniste réformé, qui est aussi, disons, du moins proche des réformateurs, qui est aussi condamné par Calvin, notamment dans un sermon que Calvin va prononcer en 1555. C'est un humaniste qui a une culture étonnante, très proche des milieux évangélistes, très proche des réformateurs, qui ne veulent pas rompre avec Rome, mais changer la religion de l'intérieur, qui est également protégé par la famille royale. Et donc il va occuper dans l'univers intellectuel de la Renaissance une place assez particulière. D'autant plus particulière que son discours humaniste joue beaucoup autour du rire, un rire franc qui va beaucoup plaire au public. Donc une œuvre sérieuse, humaniste, donc relativement élitiste, mais en même temps très proche du peuple. Et c'est ce dont témoigne très bien d'ailleurs l'élément au lecteur qui apparaît au début de Gargantua, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard, puisque justement il pose assez clairement dans ce texte-là la portée de son ouvrage et la façon dont il faut aborder ses œuvres. Voilà en quelques mots ce que nous pouvions dire de François Rabelais. Un personnage assez particulier, inscrit un petit peu entre deux mondes, le monde religieux, le monde humaniste, entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir du roi, qui va œuvrer toute sa vie justement à l'essor du français, à la diffusion de l'humanisme. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on conserve son nom, qu'on conserve son œuvre avec tant de soin et tant d'application. Comme d'habitude, je reste à disposition si vous avez des questions quelles qu'elles soient. Nous en restons là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons Pantagruel. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.